Donc la 20e proposition s'intitule « Pour une économie verte, équitable et pluraliste ». Alors elle s'inscrit dans une perspective large sur une réforme profonde du capitalisme qui finalement pourrait conduire à de nouveaux modèles économiques et en vue de concilier davantage, on pourrait dire, capitalisme et équité. Alors, on est parti du fait que, d'une part, il existe de nombreuses variétés de capitalisme, et donc qu'il fallait s'interroger sur la forme que nous souhaitions privilégier, et c'est pour cela que nous avons décrit cette nouvelle forme comme étant à la fois pluraliste, verte et équitable. Alors, je vais reprendre ces différents points en essayant de montrer comment ça a pour point de départ une conception du capitalisme qui correspond au fonctionnement de la vie économique. Cette dernière n'était pas censée remplir toutes les dimensions de nos existences. Et d'une certaine manière, on peut dire que Montesquieu avait posé un premier jalon en parlant de la séparation des pouvoirs, de manière à permettre à nos sociétés de fonctionner de façon démocratique. Et c'était déjà une manière de dire qu'il fallait empêcher qu'une certaine catégorie d'acteurs domine sur tous les autres. Alors cette idée a été reprise plus récemment, un peu différemment, par un politologue, un philosophe politique américain qui s'appelle Michael Walzer et qui a écrit un livre qui s'intitule « Sphère de justice », dans lequel justement sa grande idée par rapport à l'injustice de nos sociétés, cette idée elle consiste à dire que finalement nos sociétés deviennent très injustes quand les différentes sphères de l'existence se superposent d'une certaine manière. C'est-à-dire quand une hiérarchie dans une sphère, et en l'occurrence la sphère du marché, se retrouve dans toutes les autres dimensions de l'existence. Par exemple, que les riches dirigeants de fonds spéculatifs ou d'entreprises soient ceux qui également puissent envoyer leurs enfants dans les meilleures écoles, ceux qui ont accès aux meilleurs services de soins, sont ceux qui aussi ont accès aux ressources culturelles les plus élaborées, qui ont les moyens de voyager davantage et qui aussi peuvent influencer de manière assez forte le pouvoir politique. Et donc tout ça, pour Walzer, c'est significatif d'une injustice profonde, puisque d'une part, ce sont les mêmes qui sont gagnants sur tous les tableaux, et que donc ça pénalise d'autant plus ceux qui ne peuvent pas de cette manière-là avoir accès à un certain nombre de ressources et qui souvent sont pénalisés parce qu'ils peuvent perdre l'estime d'eux-mêmes, puisque d'une certaine manière, ils ne sont reconnus dans aucune des sphères de leur existence. Et un principe de justice pour Walzer consiste à dire que chacun d'entre nous doit être reconnu dans sa dignité de façon inconditionnelle, mais que cela passe par une reconnaissance plus spécifique de nos talents dans l'un ou l'autre domaine, dans l'une ou l'autre sphère. Premier critère pour Walzer de justice, c'est d'éviter que des biens soient pris dans la marchandisation du monde. Et donc il faut soustraire ces biens à la sphère du marché, que ce soit la sphère de l'amour, des relations privées, la sphère ce qu'il appelle de la grâce divine, donc tout ce qui est appartenance à une religion, et puis reconnaître que le corps humain ou que la vie humaine ne peut pas donner lieu à des échanges marchands. De la même manière, éviter la collusion entre le pouvoir politique et la sphère privée. Voilà. Donc ça, c'est un premier critère, c'est-à-dire, et il faudrait soumettre ça à un débat public, c'est-à-dire quels sont les biens qu'il faut absolument éviter de soumettre à cette sphère du marché. Et puis, il y a un certain nombre d'autres biens dont on peut considérer qu'ils peuvent être gérés d'une manière ou d'une autre par la sphère du marché, mais à condition d'être encadrés. Et c'est pour ces types de biens qu'on préconise l'établissement de partenariats public-privé. Alors on peut dire que ça concerne un certain nombre de biens publics, comme ce qui est de l'ordre de l'éducation, de la culture, des transports publics, de la poste. Là, il faut évidemment veiller à éviter une privatisation totale de tous ces services et de tous ces biens. Mais on peut envisager, par exemple dans le domaine des transports ou de l'accès à certains biens publics, comme par exemple la gestion de l'eau, à condition que ça soit très réglementé, de manière à ce que les plus pauvres puissent avoir accès à ces biens et services, faire en sorte que la gestion soit assurée par un opérateur privé. Donc voilà, on favorise ce type de partenariat public-privé. Également aussi pour les biens à rendement croissant, c'est-à-dire ceux dont la production va bénéficier de rendements d'échelle. C'est vrai, par exemple, pour le domaine des chemins de fer ou en général des infrastructures.
Et puis il y a un certain nombre de biens qu'on appelle les biens à effet club, qui pourraient... alors les biens à effet club, c'est par exemple le téléphone ou Internet, le fait que ça n'a aucun intérêt que je possède seul un téléphone portable ou que j'ai accès à Internet, mais que l'enjeu c'est que ça me mette en lien avec d'autres. Et pour tous ces biens-là, donc voilà, il y a énormément de choses à faire pour inventer des partenariats publics-privés. Disons, ce qu'on peut rajouter, c'est que pour tous ces biens-là, on sait que la sphère marchande les alloue de manière inefficace, de manière à la fois inefficace et injuste. Donc la proposition qui est faite là, c'est de dire il faut absolument que l'inefficacité du marché qui est reconnue pour ce type de biens-là soit compensée par une intervention publique, et donc des partenariats privés-publics. Et puis j'ajouterais aussi peut-être qu'une grande question se pose à propos de la monnaie. Est-ce que la monnaie est un bien public? Alors si nous pensons que la monnaie est un bien public, ça veut dire que la production de la monnaie doit être confiée à la sphère publique. Or aujourd'hui, la création monétaire est essentiellement remise entre les mains des banques privées. Pour le comprendre, il suffit juste de prendre conscience du fait que lorsqu'une banque privée vous accorde un crédit sur de l'argent qu'elle n'a pas, ce qu'elle fait tous les jours, elle crée de la monnaie. Alors il y est autorisé, c'est parfaitement légal, et disons le ratio entre la quantité de monnaie banque centrale émise par l'institution de création monétaire publique, la Banque centrale européenne, et le montant des crédits qu'une banque privée est autorisée à vous donner, ce ratio-là détermine le pouvoir de création monétaire d'une banque privée. Alors, si on croit que la monnaie est un bien public, alors peut-être qu'il faut en revenir à des préconisations qui avaient été faites par des économistes, comme Irving Fisher dans les années 30, ou Maurice Allais, le seul prix Nobel français en économie, qui était de retirer le pouvoir de création monétaire des mains des banques privées pour le reconfier exclusivement à la Banque centrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir à des réserves obligatoires de 100%, en disant une banque privée n'a le droit de donner un crédit que sur de la monnaie banque centrale qu'elle détient effectivement. Autrement dit, il faut qu'elle se refinance à 100% auprès de la Banque centrale. Mais on voit bien que ce type de décision, ce n'est pas simplement, disons, une décision d'ordre technique, ça engage une réflexion politique sur la nature de la monnaie. Puisqu'on évoque à propos des liens entre secteur public et secteur privé, secteur marchand, ça invite aussi à remobiliser finalement ce qu'on évoque dans les premières propositions du livre quant aux formes entrepreneuriales à favoriser, et notamment celles qui impliquent le plus grand nombre de parties prenantes. À la fois, du secteur, ça peut être valoriser des formes coopératives, mettre en avant la nécessité de partenariat entre justement des entreprises privées, des ONG, le monde associatif, l'État, et notamment dans le contexte de la recherche de formes économiques qui soient au bénéfice des plus pauvres. Et ça nous conduit aussi au principe qu'on met en avant fortement, qui est la reprise d'un principe qui est proposé par John Rawls, un philosophe politique américain, qui a écrit en 1971 un livre intitulé « Théorie de la justice ». Et le grand principe que préconise Rawls en matière de justice distributive, c'est de faire en sorte que l'on puisse maximiser la part des plus défavorisés, ce qu'on appelle le maximin. Et là, il s'agit bien de prendre en compte les droits et les droits des plus vulnérables et de faire en sorte que l'économie s'intéresse au premier chef aux populations et aux individus de nos sociétés qui sont les plus pénalisés. Alors peut-être qu'on peut replacer la prise de position de Rawls à l'intérieur du débat économique sur ce que c'est que la justice sociale et rappeler qu'en gros, il y a deux grandes conceptions de la justice sociale. Une conception qu'on pourrait dire utilitariste, qui a ses racines notamment dans les travaux de John Stuart Mill, mais aussi Jeremy Bentham, etc., qui consiste à dire, en gros, est juste une répartition de la richesse qui favorise le sort moyen des individus. Donc j'essaye de maximiser la moyenne du sort des individus. Il se peut que pour ça, je doive sacrifier une petite minorité de la population, de manière que la moyenne s'en trouve mieux. Et puis, de l'autre côté de l'échiquier, disons politique, on a la proposition de Rawls qui consiste à dire non, pas du tout, une allocation, disons, une redistribution des richesses est juste si elle favorise le sort du plus défavorisé. Des plus défavorisés. Et il se peut que pour ça, je doive sacrifier le sort d'une majorité d'individus. La moyenne, peut-être que la moyenne sera plus basse, mais les plus défavorisés s'en trouveront mieux.
une première remarque, c'est que le critère du maximum de Rawls, maximiser le sort du plus défavorisé, le maximum, a été raffiné par Amartya Sen, également un prix Nobel d'économie, et a donné lieu à ce qu'on appelle le critère du leximin, qui consiste à raffiner un tout petit peu la proposition de Rawls en disant, et si jamais il y a plusieurs solutions qui sont équivalentes en termes de maximum, réappliquons le critère du maximum à la deuxième catégorie, la plus défavorisée, au-dessus des plus défavorisés. Vous voyez ? Et puis s'il reste encore de l'indétermination, à la troisième, à la quatrième, etc. Donc ça, c'est le critère du leximin qui a les mêmes propriétés d'efficacité que les critères utilitaristes. Et ce que nous rappelons, nous, dans la proposition 20 de l'ouvrage, c'est que, disons, le débat politique en termes de justice sociale devrait s'organiser autour de ces deux grands pôles que sont l'utilitarisme d'un côté et le leximin de l'autre. C'est à l'intérieur de ce compas très large qu'on doit pouvoir discuter démocratiquement de l'endroit où on veut placer le curseur entre la solution utilitariste et la solution rawlsienne. Et nous, dans la proposition 20, nous prenons parti, de manière très explicite, en faveur de la solution rawlsienne. Alors par exemple, ce que nous proposons, c'est de compléter le critère de la justice complexe de Michael Walzer. Comme l'a dit Cécile tout à l'heure, ce que propose Walzer, c'est de dire une société est juste à partir du moment où elle met des institutions qui préservent l'étanchéité des grandes sphères de la vie sociale, la sphère artistique, la sphère politique, etc. Alors, ce que ne dit pas Walzer, c'est à l'intérieur d'une sphère, comment on réorganise la distribution des biens sociaux. Et donc, ce que nous disons, nous, c'est à l'intérieur d'une sphère, il faut probablement mettre en œuvre de nouveau le critère rawlsien du leximin, du maximum ou du leximin. Et faire en sorte que, dans chaque sphère, les plus défavorisés soient ceux qui soient prioritaires dans la distribution des biens sociaux. Et juste ce qu'on peut rajouter, par rapport à l'idée d'établir un capitalisme ou une forme économique davantage verte, c'est la nécessité de penser les droits des plus vulnérables en pensant que les plus vulnérables sont non seulement ceux qui habitent sur la planète à l'heure actuelle, mais que ce sont aussi les générations futures qui vont être concernées par les choix que nous faisons ou que nous ne faisons pas aujourd'hui. Voilà. Et ça, on pense que c'est extrêmement important et que du coup, ça devrait aussi permettre d'engager des délibérations au niveau de chaque société, au niveau de chaque État, mais aussi au niveau international, de manière à faire droit justement au sort des générations futures. Oui, qui en un certain sens sont les plus pénalisées parce qu'elles n'ont pas voix au chapitre. Elles ne peuvent pas s'exprimer dans le débat démocratique aujourd'hui sur le montant des efforts que nous sommes prêts à consentir pour aménager la planète que nous allons léguer à ces générations. Alors, la mise en œuvre de ce type de, disons, on pourrait dire, de philosophie de la justice sociale suppose un réaménagement assez profond des grandes institutions internationales, comme le FMI par exemple, de manière que les pays plus défavorisés du Sud puissent avoir davantage voix au chapitre à l'intérieur des délibérations du FMI, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça suppose, disons, une transformation, une réforme de la gouvernance interne au FMI, à la Banque mondiale, à l'ONU, bon, voilà, de manière à rééquilibrer ces grandes institutions internationales pour qu'elles fassent droit précisément aux nations qui sont moins favorisées. Prendre en compte au sein des débats politiques la question écologique, on voit bien aujourd'hui que c'est loin d'être le cas, alors que c'est absolument crucial et qu'on est en train de... on est face en fait à une bombe à retardement. En réalité, quand on voit les risques maintenant d'élévation de la température à l'échelle mondiale, on dit que c'est 4 à 6 degrés d'ici la fin du siècle, ça veut dire une transformation phénoménale des écosystèmes et des conséquences désastreuses pour les pays les plus pauvres. Et donc ça devrait tous nous mettre en mouvement, et on voit bien que ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire quelque chose de la nécessité qu'il y a à agir à la base, de manière à faire pression aussi sur les politiques pour qu'ils se situent dans un horizon qui soit à beaucoup plus long terme que ce n'est le cas aujourd'hui. Oui, et puis si on pense aux critères du maximin ou du leximin en termes fiscaux, concrètement dans le débat pour la présidentielle aujourd'hui en France, la question de la réforme du système fiscal français pourrait être posée à la lumière du critère de justice sociale que nous nous donnons. Aujourd'hui, on le sait, l'impôt sur le revenu en France n'est plus progressif. Il y a un certain niveau à partir duquel il est même dégressif, grâce notamment au bouclier fiscal, mais pas uniquement, grâce en fait à toutes les niches fiscales que nous avons accumulées depuis au moins 10 ans. Les très hauts revenus ont un pourcentage de prélèvement obligatoire sur leurs revenus inférieur aux classes moyennes, ce qui est évidemment une injustice flagrante. Voilà. Sauf si l'on croit, sauf si on nourrit la fiction, l'illusion que rendre les riches encore plus riches favorisera les plus pauvres. L'expérience montre que ce n'est pas vrai du tout.
Aujourd'hui, le nombre de Français vivant en dessous du seuil de pauvreté est de 8 millions. Il y a 8 millions de Français aujourd'hui qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il y a 6 millions de Français aujourd'hui qui souffrent de l'exclusion bancaire. Et pour prendre un autre chiffre qui est assez effrayant, entre 2007 et 2010, le pourcentage d'enfants de moins de 6 ans vivant en dessous du seuil de pauvreté, donc d'enfants qui ne sont vraiment pour rien dans le sort que notre société leur réserve, est passé de 13 à 18%, de 2007 à 2010. Voilà. Donc ça, c'est le signe d'un échec complet de notre société à prendre en compte les plus fragiles, les plus faibles, ceux qui ne peuvent pas faire valoir leurs droits, les enfants en premier lieu. Et c'est là-dessus, je crois, que nous devons réfléchir. Et pour pouvoir prendre au sérieux ces questions-là, certainement, il faut réaménager complètement le système fiscal français. On pourrait dire l'Europe est un continent pauvre en énergie. Nous avons très peu d'énergie sur notre territoire, un peu de pétrole en Norvège, peut-être un peu de gaz dans le Larzac, et il faut espérer qu'on ne l'exploitera pas. Du coup, c'est à nous de développer notre intelligence pour compenser ce manque. Si nous ne le faisons pas, la contrainte énergétique nous étranglera parce que nous n'avons pas la même chance qu'un certain nombre d'autres continents qui, eux, ont de l'énergie. À ce titre-là, nous sommes confrontés aux mêmes défis que les Japonais, la société japonaise, qui, elle non plus, n'a pas ou très peu de ressources énergétiques sur son territoire et qui est obligée de compenser ce manque par son intelligence. Alors, à nous de nous organiser intelligemment, de devenir les leaders de la transition énergétique, climatique, pour ça, de nous donner les institutions qui nous permettront de le devenir. Nous avons la force de frappe qu'il faut en matière d'ingénieurs. Nous avons une société extrêmement éduquée qui sait travailler. À nous de nous donner les institutions pour pouvoir amorcer cette transition. Ça suppose de nous décidérer par rapport à la sphère financière, de sortir de l'hypnose dans laquelle celle-ci nous enferme, de comprendre que les actifs financiers, ça ne se mange pas et ça ne nous permet pas de passer le cap de la transition énergétique. Donc, il faut nous libérer par rapport à cette fascination-là et retrousser nos manches pour entamer cette transition au niveau européen avec les hommes et les femmes éduqués, ingénieurs, agriculteurs, artisans, ouvriers, qui vont permettre de construire et la société européenne et le monde de demain. Parce que je dirais peut-être du côté du simple consommateur, qui est aussi un citoyen, c'est de dire que justement, on voit bien que le modèle de société de consommation sur lequel a vécu notre société occidentale depuis, on dirait, une cinquantaine ou soixantaine d'années, on voit bien que il a permis à la fois de développer des modes de vie que l'on n'avait jamais connus jusqu'à maintenant. Et donc, en ce sens-là, il était très positif. Et en même temps, nous reconnaissons, et notamment en raison de la pénurie de ressources naturelles, pas simplement en matière énergétique, mais aussi à l'échelle de la planète, que ce mode de vie-là, il est insoutenable et qu'en même temps, il atteint aussi ses limites parce que nos sociétés ne sont pas forcément plus heureuses pour autant. Et en même temps, on assiste, je trouve, à un phénomène qui est très intéressant aujourd'hui, de voir combien fleurissent des initiatives de tous côtés, au niveau d'associations de consommateurs, au niveau de groupements agricoles, au niveau d'élèves ingénieurs, de citoyens qui réfléchissent ensemble et qui se mobilisent pour inventer de nouvelles formes de vie ensemble, à la fois sous l'angle des projets professionnels, sous l'angle des activités associatives, sous l'angle de l'engagement politique, nouvelles formes aussi de style, de nouvelles formes de vie familiale. Et tout ça, à mon avis, ces différentes initiatives, elles commencent à dessiner les figures de nouveaux styles ou modes de vie qui nous appartient de décider ensemble. Et ça suppose sans doute de faire le deuil du type de mode de vie que nous avons connu jusqu'à maintenant, pour nous dire qu'il nous appartient de nous représenter ce qu'est la vie heureuse et une vie et un mode de vie durable pour aujourd'hui et pour demain. Et qu'à partir du moment où nous nous mettrons d'accord sur de nouvelles représentations de ce que veut dire la société à construire ensemble, ça nous donnera des énergies si phénoménales pour transformer les choses. Voilà, et qu'on a parfois un discours assez négatif en matière de restrictions à mettre en œuvre, en matière de normes à préconiser pour avancer vers des sociétés plus durables.
il faut bien voir que ce qui importe, ce ne sont pas d'abord les interdictions, les limitations, mais en revanche, ce sont les leviers vers de nouveaux modes de vie. Et ça, je dirais que ça suppose aussi de renoncer à un certain nombre d'images, d'idées toutes faites de ce que veut dire bien vivre aujourd'hui. Et je pense que c'est une interpellation particulièrement pour ceux qui sont sans doute les plus favorisés, les plus nantis à différents égards, et qui ont beaucoup de mal à renoncer à un certain nombre d'avantages acquis. Et on voit bien que là, du point de vue des jeunes aussi, c'est faire le pari qu'une vie qui ait du sens et une vie heureuse passe par l'invention de nouveaux modes de vie. Voilà.